Il y a quelques semaines, j'ai déjà eu le plaisir de recevoir Yann Rousseau de l'agence immobilière Barnes New York et ensemble nous avions discuté de l'immobilier et de ses spécificités propres à la région de New York. Ce mois-ci, Barnes New York soutient de nouveau le podcast et je reçois donc de nouveau Yann Rousseau, Managing Partner chez Barnes New York. Cette fois-ci, nous parlons d'approches singulières pour acquérir un bien à New York et dans la région Tri-State Area. Yann partage également une multitude de bons conseils afin de devenir agent immobilier aux États-Unis, ainsi que tous les conseils que lui aurait aimé avoir avant de s'y installer. C'est parti, place à ma conversation avec Yann Rousseau. Bonjour Yann, nous nous sommes rencontrés à ce même micro il y a quelques mois pour évoquer ensemble les spécificités du marché immobilier à New York et dans la région de New York. Comment est-ce que ça a évolué au cours du trimestre passé ? Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de l'état actuel du marché immobilier de luxe à New York ? Bonjour Anne-Fleur, merci de nous retrouver une fois de plus. Écoutez, depuis la dernière fois, on est toujours dans une petite période d'incertitude. On est pendu au bon vouloir de la Banque fédérale américaine qui fait un petit peu la pluie et le beau temps concernant l'immobilier. Pour les taux d'intérêt ? Voilà, effectivement, en fonction de leurs annonces. En fait, on est pendu à la fois aux annonces de l'inflation et ce qui en suit en fait la politique de la Fed à cet égard. Donc si on voit que l'inflation est pas trop haute, tout d'un coup on a une baisse des taux d'intérêt. Si on pouvait avoir derrière une baisse des taux directeurs de la Fed, ça permettrait qu'ils baissent un peu plus vite, mais ce qui n'est pas le cas. À ce stade, ils les maintiennent, parce qu'ils sont toujours encore un petit peu inquiets. Donc on se retrouve dans un marché en fait qui est toujours avec peu de demandes malgré une reprise saisonnière, donc qui arrive normalement effectivement au printemps. On n'a pas énormément d'inventaire qui rentre sur le marché parce que les gens savent qu'il n'y a pas beaucoup d'acquéreurs. Ceci étant, ce qu'on voit en parallèle et qui était un petit peu attendu mais assez neuf, c'est tout simplement comme une fatigue de l'attente des acquéreurs. Ça fait tellement longtemps que les taux sont hauts que finalement ils commencent à s'y faire, les acquéreurs. Et ils se disent, je fais quoi ? Je renouvelle mon bail pour un an ou est-ce que maintenant j'y vais ? Et donc on en voit en fait une quantité non négligeable qui y vont, si je puis dire. Donc on a quand même un petit peu plus d'activité. Le marché s'est un petit peu mieux restabilisé à l'avantage des vendeurs et on recommence à faire de la transaction. Voilà. D'accord, donc c'est positif. Il y a pas mal d'espoir aussi dans tout ça, mais on est encore un peu au début de la courbe Ouais, de c'est ça. reprise, quoi. C'est positif par défaut, en fait, par dépit, j'ai envie de dire. C'est plutôt comme ça qu'on le ressent. Et on sent malgré tout quand même toujours un marché locatif qui est assez costaud. Ce qui veut dire qu'il y a quand même malgré tout pas mal de gens qui maintiennent leurs besoins, leur envie d'être sur de la location parce qu'ils veulent pas encore faire l'acquisition. Parce que justement, Voilà. ils peuvent pas acheter, peut-être. Voilà, exactement. C'est ça, c'est un autre signe. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien parler avec vous du métier d'agent immobilier. Vous exercez cette profession qui est une profession réglementée depuis combien de temps ? Ça fait maintenant, depuis que je suis arrivé aux États-Unis, donc 11 ans, effectivement, c'est une profession qui est licenciée, c'est une licence d'État. Pour ma part. Donc on peut pas s'improviser dans n'importe quel endroit où on va se balader, quoi. Non, enfin, toute proportion gardée, parce que c'est comme on dit, c'est pas une industrie ou un métier qui a une barrière à l'entrée qui est très élevée. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut suite passer un test en ligne, grosso modo, faire une formation en ligne, un test au niveau de chaque État. C'est pas bien complexe, il n'y a pas vraiment de prérequis, c'est juste il faut, après ça reste un test in fine, hein, donc il faut quand même pas le rater, c'est mieux. Mais bon, c'est quand même une cinquantaine, 60, 70 heures selon l'État, parce que de nouveau chaque État a son process distinct. Et après, donc on passe le test d'État, et une fois qu'on a la licence au niveau de l'État, après on la rattache à un brokerage, une agence, pardon. Et alors, vous, puisque vous êtes dans le Tri-State Area, est-ce que vous êtes du coup licencié sur les 3 États, Connecticut, New Jersey et New York, ou est-ce que c'est particulier dans cette région-là ? Eh bien, on aimerait bien que ce soit particulier, mais non, on n'y coupe pas. Donc, je suis encore licencié. J'ai encore licencié en Floride également, où j'exerce également en Floride. Donc, licencié Floride, New Jersey, Connecticut, New York, et avec autant de ce qu'on appelle de continuing education, donc l'éducation continue. Comme la formation continue. La formation continue comme d'autres professions, où en fait tous les 2 ans, on doit refaire une certaine quantité d'heures. Il y a une obligation de mise à jour des connaissances. Voilà. Donc, il y a des réciprocités entre États, des parallèles entre États, mais c'est de moins en moins visible. Donc tout juste, si j'ai pas besoin d'avoir notre chargé de compliance ici qui doit faire attention à ce que je ne rate pas une étape pour ne pas perdre les licences, parce que c'est les licences de broker. Si le broker perd sa licence, l'agence perd sa licence. Mais disons un renouvellement. C'est dangereux. Des renouvellements. Quand même un enjeu important.
Des renouvellements de la D'accord. formation continue assez réguliers, ce qui est valable pour tous les agents, voilà, quel que soit l'endroit où ils sont. D'accord, super intéressant. C'est quoi les compétences clés qui sont nécessaires pour réussir, en tant qu'agent immobilier? Puis on n'a qu'à en parler aussi agent immobilier de luxe puisque, c'est votre métier? Ça reste de la vente, hein, malgré tout, ça reste de la vente. Donc, comme je dis souvent aux agents qui commencent, bah, je dirais que c'est, allez, 60 à 70 de social, tout simplement, de qualité humaine, de relationnel, obtenir la confiance du client. Quand bien même on peut être débutant, c'est vraiment une question de confiance et de bonnes relations, que ça se passe bien avec non seulement le client, mais aussi la partie adverse, entre guillemets, donc de l'autre côté de la table, que ce soit le vendeur si on est acquéreur ou le Mmh. propriétaire si on est locataire, travailler avec les autres agents. Et donc, une fois qu'on a fait ces 60-70% disons voilà, de réseau, de compétences sociales, de tout ça, mais il nous reste 20% de chance, je dirais, malgré tout, et peut-être 10% de technicité. C'est pas un métier qui est extrêmement technique. Il y a pas, d'autant plus en fait qu'il y a quand même un rôle accru des avocats, notamment sur le Tri-State Area, donc notamment sur New York, New Jersey, Connecticut. C'est moins valide, Pour, c'est moins la en tâche de Floride. quoi? De notaire ou de Voilà, les avocats ouais. remplacent les notaires, mais ils ont ce qu'on appelle la partie notamment due diligence, donc la Mmh. vérification des antécédents sur la copropriété, sur la propriété, ce genre de choses. Et aussi, bien évidemment, la rédaction de tous les actes et des contrats, c'est dévolu à l'avocat à New York. En D'accord. Floride, c'est beaucoup l'agent qui fait, donc je dirais que le métier est, C'est même si c'est, différent. voilà, le métier est différent, il est plus intense, il est plus demandeur en fait en Floride. Il faut un petit peu plus de technicité et d'expertise, j'ai envie de dire, d'un point de vue, voilà, du nouveau, d'un point de vue uniquement technico-technique, parce qu'après le métier reste le même, où ça reste vraiment tout à fait du relationnel, quoi. Et ceux qui réussissent le mieux ne sont pas forcément les plus compétents techniquement, mais ce sont ceux qui ont simplement un meilleur réseau ou un meilleur relationnel avec les gens. D'accord. Vous parlez, des aspects, légaux, et des inspections, des choses comme ça, aussi. Enfin, l'inspection, c'est pas les avocats, mais, ça me fait penser, il y a des marchés, en fait, comme ça, qui sont tellement concurrentiels, que, dans les offres, d'acquisition, donc, d'achat, on a tendance, ou en tout cas, on a eu, je sais pas si c'est le cas puisque, du coup, le marché s'est un peu calmé, à je cherche le mot français, on dit waive, Mhm. les inspections, Ouais. et toutes ces recherches d'antécédents. Est-ce que c'est quelque chose, qui se fait aussi en fait dans la région, Tri-State Area? Est-ce que c'est ou qui s'est fait du coup? Parce que on est peut-être dans une phase différente? Les inspections, en fait, enfin, si on parle uniquement des inspections, mais après ça, on pourrait parler du financement parce qu'on a également les mêmes facilités. Les inspections, autant en Floride, justement, elles sont assez, je dirais, automatiques, quel que soit le bien, quel que soit le budget. Ici, à New York, les inspections se font sur les maisons individuelles, donc les townhouses, notamment, bien évidemment sur les immeubles, mais il est pas infréquent qu'on ne fasse pas d'inspection sur un appartement. Voilà. Déjà, elles sont beaucoup plus onéreuses qu'en Floride, mais disons qu'elles sont moins automatiques. Et c'est pourquoi ça? Parce que finalement, sur un appartement, en fait, mis à part tester, si vous voulez, les équipements, c'est-à-dire voilà, le four, voilà, ce genre de choses, il n'y a pas de grand-chose. Bon, je caricature un peu, bien évidemment. Mmh. Mais Il y a moins de risques. disons qu'il y a moins de risques. Souvent, le chauffage, voilà, le chauffage, c'est une compétence C'est collectif, voilà, c'est collectif. Donc je sais pas, mais c'est plus culturel en fait, j'ai envie de dire, parce que de nouveau, même en Floride, même sur les tout petits appartements, enfin comme des inspections. Donc bon, c'est plutôt culturel. Et après, parce que si le montant ici des inspections est quand même bien plus élevé. En revanche, dès qu'on va sortir de New York, effectivement, et on va aller sur Westchester, Connecticut, maison individuelle, New Jersey, on fera nécessairement une inspection. Et là, il peut arriver, en fait, c'est un marché qui est très concurrentiel. Donc pour revenir justement à ce qu'on disait au début en termes de moment de marché. Ça reste extrêmement concurrentiel par contre sur Westchester et Connecticut et on se retrouve avec donc des bidding wars où sur un même bien les gens vont faire des surenchères permanentes. Et effectivement, on peut avoir des surenchères, enfin ou des enchères du moins, qui feront donc mettre en avant le fait qu'ils ne requièrent pas d'inspection pour essayer d'offrir moins de risques aux vendeurs finalement voilà. et de Mais après, parce de se qu'aussi le positionner, process est d'accord. aussi un petit peu différent dans le sens où ici, on signe le contrat après l'inspection. Tandis qu'en Floride, en fait, on signe le contrat tout de suite et on a une période d'inspection. Donc c'est relativement. Voilà, et finalement, il suffit de mettre des périodes d'inspection courtes et puis ça permet de ne pas avoir à faire voilà, ce problème de faire sauter l'inspection. Mais quelque chose voilà, qu'on voit aussi là depuis peu, et pour revenir à cette question de moment de marché, on voit de plus en plus de vendeurs qui offrent le financement, qui proposent une solution de financement Ah oui, c'est eux-mêmes. vrai. Voilà. Donc ce qu'on appelle seller financing ici. Et donc ce qui permet en fait, voilà, sur des marchés où on a les gens de mal à obtenir des financements, ça permet en fait
à certains acquéreurs d'obtenir un financement, bien sûr, à coût élevé, sur une durée assez courte, c'est-à-dire 2 ou 3 ans, en faisant le pari que les taux allant baisser sur les prochaines années, ils feront à ce moment-là un refinancement. Donc c'est une nouvelle facilité Donc c'est quoi? C'est qu'ils empruntent auprès du vendeur? C'est ça. En fait, le vendeur va lui tout simplement financer, c'est-à-dire qu'il va dire bon bah je prends 50% du prix de la propriété actuellement, le reste je vous le finance, vous me payez des intérêts pendant 2 ans, 3 ans, et dans 3 ans, vous faites un refinancement, vous obtenez la ligne de crédit équivalente, et vous me payez le reliquat, quoi. C'est un petit peu ça. Et c'est encore différent il y a une manière de faire dont j'ai entendu parler qui est rent to buy. Donc en gros, c'est je m'installe, je paye un loyer tous les mois, mais en fait, ce sont comme des traites de prêt, quoi. Et ça s'applique à mon achat de la maison. C'est ça. En fait, il y a il y a deux types de ce qu'on appelle location-achat. En fait, il y a tout simplement l'option d'acquisition, c'est-à-dire que vous avez un bail standard, vous êtes en location, vous payez votre loyer, et dedans, il est inscrit que bah, à tout moment, vous pouvez faire l'acquisition de la propriété à tel prix. Et après, dedans, est-ce que vos loyers, ils ont compté, oui ou non? Ça dépend comment ça a été négocié. Voilà. Après, vous avez l'autre option qui, effectivement, là, cette fois-ci, la location avec obligation d'achat, où là, vous avez vraiment un contrat de vente qui dit, bah, moi, je ferai l'acquisition effectivement dans un an ou avant. Entre-temps, je vous paierai des loyers. Ces loyers contribueront en fait au montant de l'acquisition, tout ou partie. Mais par contre, il y a une vraie obligation. Donc en fait, si vous voulez, la location avec option d'achat, c'est une option unilatérale qui est uniquement du fait du locataire. Il peut acheter ou il ne peut ne pas acheter, ça ne l'engage en rien. La location en fait avec contrat d'achat, cette fois-ci, c'est un contrat, donc les deux parties sont engagées. D'accord, intéressant. J'imagine que c'est un peu plus rare, non, ces options? C'est rare, oui, c'est assez rare. On en fait allez, peut-être une par an, quoi. Une par an. Ah oui, d'accord, très très rare. Ouais. Ok. En dehors du marché immobilier, vous êtes installé, vous nous le disiez dans l'épisode précédent, depuis plus de 10 ans, il me semble, à New York. En dehors donc de ce marché immobilier, c'est quoi les principales considérations que les Français qui viennent s'installer à New York doivent absolument avoir en tête? Donc moi je suis installé voilà, aux États-Unis depuis 11 ans et New York et plus précisément en fait dans le New Jersey depuis 6 ans. Alors déjà il y a la première contrainte, je pense comme toute famille qui s'installe, c'est savoir si on a des enfants ou pas. Si on a des enfants, on va avoir vraiment la logique va être très différente tout simplement pour à la fois le coût et la qualité du système scolaire. Quand on a des enfants qui sont en âge d'être scolarisés et qu'on souhaite les mettre en école publique, les écoles publiques ne sont pas toutes du même niveau, donc comme ça peut se passer en France, en fait, elles sont rattachées en fait à un périmètre d'habitation. Donc on se retrouve en fait à plus ou moins choisir. Les fameux school districts. C'est ça, exactement. Donc on se retrouve pour beaucoup à choisir en fait d'abord l'école et en fonction de l'école, on choisira la maison. On saura qu'on est délimité par un périmètre. Et il n'y a pas de secret, hein, c'est-à-dire que les meilleures écoles, tout d'un coup, le prix de l'immobilier est le plus élevé aussi à côté. Hein. Donc comment on sait quelles sont les meilleures écoles? Enfin, je veux dire, il y a quoi? Il y a des classements? Parce qu'il n'y a pas d'éducation nationale américaine, donc il n'y a pas de programme qu'on va retrouver absolument partout aux États-Unis, même si, bon, en théorie, les grandes lignes, quand même, s'y retrouvent. Où est-ce qu'on peut trouver une information fiable et vraiment pas biaisée pour nous dire, OK, voilà, meilleure école dans tel coin, c'est ça? il y a un classement en fait, enfin il y a une notation. Il y a une notation des écoles qui est une donnée publique que vous retrouvez sur divers sites internet. Et donc par ces sites, en fait, vous pouvez rentrer votre adresse. Votre adresse vous donnera l'école à laquelle vous êtes rattaché. Et puis après, vous avez les notations. C'est quoi? C'est les niches.com, les sites comme ça? Alors je vous avoue, je sais pas encore. J'ai la chance d'avoir ma fille en école publique, donc, et puis elle est en bas âge. Donc pour l'instant, j'avoue, je m'inquiète pas trop. La question se pose pas. Voilà, ouais. En école élémentaire, ça commence vraiment à partir effectivement de... Je dirais l'école primaire ou ce qu'on appelle middle school ici, où les gens se posent la question. Et d'ailleurs, c'est souvent en fait après une des raisons du third grade, quoi. Voilà, third grade, c'est-à-dire quand les enfants ils ont 8 ans, je crois, on commence vraiment à se poser la question. Il y a des écoles publiques qui sont en double langage, enfin en double langue, donc notamment sur Brooklyn. Après, quand on veut mettre ses enfants aussi dans un système scolaire français quel qu'il soit, mécaniquement, on va être aussi impacté par ça. Souvent, ça va être des écoles privées, hein, quand on est des écoles privées uniquement en langage français, qui seront reconnues ou non d'ailleurs par l'éducation nationale française. Donc c'est vraiment une des premières considérations, je dirais, quand on s'installe. Après, en dehors de ça, ça va être si on travaille au bureau ou plutôt à domicile. À domicile, on est moins contraint. Si on travaille au bureau, le temps de trajet
bien évidemment au bureau, va pas être neutre. C'est-à-dire on peut, et vu que le prix de l'immobilier est particulièrement élevé à New York, si on veut être proche, si on travaille à Manhattan et qu'on veut être proche de Manhattan, ça va être un peu plus complexe. Alors après, chaque zone a divers moyens de transport, entre le train, le bateau et le bus, j'ai envie de dire. Personne va venir sur Manhattan avec sa voiture tous les jours. Ça doit forcément y en avoir, faut pas généraliser, mais ça reste assez rare. Donc ça, c'est un petit peu ça, je dirais, les contraintes. New York, la spécificité quand même, il y a encore cette histoire de condo coop. Quand on est locataire ou quand on veut acheter, voilà, la coopérative, ça reste toujours quand même un nœud au cerveau qui est pas piqué des verres, d'autant plus quand on est sur des contraintes d'expatriation, d'installation, en disant je veux être moi vraiment rentré dans un mois, avec une coop, on sait jamais, ça peut attendre 6 semaines, 4 semaines, on peut être refusé. Si vous vous demandez de quoi on parle, Yann a détaillé, expliqué ça avec beaucoup de précision dans le premier épisode qui est sorti il y a quelques mois. Je vous invite à remonter juste un petit peu le flux RSS pour retrouver l'épisode. Merci, mais effectivement, donc ça, la coop, bon, ça peut être toujours un peu complexe, quoi. Dangereux. Ouais. Bon, d'un coup, ça nous donne quand même déjà quelques points à garder en tête, effectivement, quand on va s'installer. J'allais vous demander, c'est quoi les principaux avantages et défis, du coup, pour les Français qui viennent s'installer en ville? Et en fait, parce que je trouve qu'en fait, New York, c'est un peu un contre-exemple de tout le reste des États-Unis. On soit quasiment partout aux États-Unis. On parlait tout à l'heure des districts scolaires. Les meilleurs districts sont généralement hors des villes, plutôt dans les banlieues. À New York, j'imagine que c'est complètement différent, parce qu'on ne va pas forcément sortir de la ville. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a des excellentes écoles au sein de la ville, il y a beaucoup d'écoles privées aussi au sein de la ville, mais après voilà, le coût de la vie, disons New York intramuros est tellement élevé que notamment l'immobilier, mais pas que, qu'il y a quand même une volonté en fait dès que la famille s'agrandit de devoir sortir, quoi. C'est pas uniquement le fait de vouloir sortir de New York, mais c'est surtout de plus pouvoir D'y être contraint. voilà, d'y être contraint. Quand on est en couple, on peut commencer avec un studio, voire une chambre. Alors après, on s'autorise 2 chambres parce que on a une belle carrière, qu'on a des amis de la famille qui viennent. Mais dès qu'on a des enfants, si on commence à faire du 3 chambres sur New York, Manhattan, ça commence à être particulièrement onéreux. Mais les options scolaires, un petit peu partout. Après, New York est assez... New York et tous les boroughs, tous les arrondissements sont un peu assez hétérogènes. En fait, d'un bloc à un autre, ça peut être très luxueux comme beaucoup plus populaire, parce qu'il y a quand même une forte politique de la ville malgré tout à avoir des loyers encadrés et ou des loyers subventionnés. Donc, la ville essaye autant que possible de garder en fait toute la population utile, quoi. C'est-à-dire ce qu'on appelle les premiers répondants, à savoir voilà, la police, les enseignants, les infirmiers. Ils essaient de les avoir quand même malgré tout au sein de la ville. Et donc on peut avoir des quartiers qui sont assez hétérogènes, quoi. On peut avoir la même manière, les écoles vont suivre cette même logique. Mais après, c'est vrai que ça reste quand même très école privée, j'ai envie de dire, sur Manhattan. Et pour ceux qui ont des enfants vraiment en très bas âge, le coût des crèches, il est passablement astronomique. Donc quand bien même là, on n'est pas une question d'être école publique ou école privée, il n'y a pas de crèche publique, hein. Donc on est forcément en crèche privée, on se retrouve effectivement à devoir sortir peut-être 2000, 2500 dollars, 3000 dollars par mois pour mettre son bébé à la crèche. À préparer. Donc c'est pas des solutions qui sont abordables pour tout le monde, quoi. Finalement, c'est important de les avoir en tête. Est-ce qu'il y a des conseils que vous donneriez à quelqu'un qui envisage de déménager à New York? Et je pense cette fois-ci peut-être en particulier du point de vue de l'intégration dans la communauté locale après toutes ces années aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête? C'est toujours un petit peu la difficulté, je pense, de toute expatriation, c'est-à-dire dans quelle mesure en fait on maintient le lien avec la communauté française francophone par rapport à s'immiscer dans la population autochtone, locale, hein. Ça va dépendre beaucoup de son cadre professionnel, j'ai envie de dire, et aussi du choix qu'on fait notamment pour ses enfants. Si on commence à mettre ses enfants en école française et qu'on travaille pour Air France ou Hermès ou que sais-je, on va se retrouver effectivement dans cette zone de confort. Mais je pense que c'est plus un tropisme, j'ai envie de dire. C'est plus un tropisme personnel de savoir si on a cette volonté effectivement d'intégration. C'est une culture qui est malgré tout très différente. On est, je pense, comme les États-Unis, de tradition occidentale, malgré tout. Donc on peut penser qu'on est relativement similaire à bien des égards, mais en fait on ne l'est que peu. Il faut quand même se l'avouer. Culturellement notamment, on est assez différents. Pour avoir moi fait de l'expatriation dans d'autres pays avant de venir aux États-Unis, je pense pouvoir parler un peu
avec un peu d'expérience maintenant depuis plus de 15 ans, je crois, que je suis expatrié. Il y a une tendance, en fait, notamment chez les Français, à avoir cette espèce de double discours. Quand on arrive, en fait, on a l'impression d'avoir quitté la France parce qu'on l'aimait pas, on trouvait qu'il y avait énormément de problèmes. Mais quand on arrive dans le pays qui nous accueille, on a l'impression que la France est toujours beaucoup mieux. Les Français sont vus comme par exemple les Argentins en Amérique du Sud, j'ai envie de dire. Les Argentins en Amérique du Sud, c'est censé être, se pense être le peuple élite d'Amérique du Sud, le peuple européen d'Amérique du Sud. Et donc tous les autres pays d'Amérique du Sud les regardent toujours avec un petit peu j'avais pas De méfiance. ouais, de méfiance ou de mépris. Ils les trouvent très hautains et arrogants. Et c'est vrai que c'est une image que nous, les Français, je trouve, on renvoie assez facilement quand on arrive aux États-Unis par rapport à d'autres pays européens qui se sentent, eux, plus perméables à la culture, quoi. Donc oui, Donc un peu effectivement, d'humilité. un peu d'humilité. On a beau avoir 2000 ans d'existence par rapport aux États-Unis qui en ont 200, 300. Bon, voilà, on n'est pas forcément, nous, dans un pays qui réussit à tous les égards, et ici non plus. Mais bon, il faut avoir un petit peu de compréhension envers. C'est un peu comme on est. C'est un pays qui est jeune, quoi. C'est un pays qui est jeune, donc il y a ses avantages, ses inconvénients. Et donc, voilà, un petit peu d'humilité, de compréhension, essayer de s'immiscer, de ne pas penser qu'ils sont tous complètement déconnectés de notre réalité ou inférieurs d'une manière ou d'une autre, parce que c'est pas le cas. Voilà. Pour terminer, Yann, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir avant de vous installer aux États-Unis? En même temps, pas grand-chose. Nouveau, voilà, j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu aux Seychelles, j'ai vécu en Italie, au Burkina Faso et donc maintenant aux États-Unis. C'est malgré tout en fait assez agréable de découvrir et de pas partir avec des préconçus, des idées préconçues, je Ce trouve. qui est de plus en plus dur en 2024. Ce Enfin, qui est de plus en plus dur, oui. parce qu'on a énormément d'informations, même si on la cherche pas, qui vient à nous. Oui, 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 oui. Et puis on a une tendance aussi un petit peu à surpréparer, mais ce qui est pas forcément néfaste. Mais disons que ce sont, enfin notamment les États-Unis et a fortiori New York, je veux dire, c'est un pays qui est quand même, à mon sens, moi je définis souvent les États-Unis comme la quintessence du confort matériel. Voilà. Alors après, ça a des avantages, ses inconvénients, mais disons que venir s'expatrier aux États-Unis, ça va pas être compliqué d'un point de vue matériel, logistique. On peut assez facilement tout avoir ici. Alors après, évidemment, par contre, ça a un coût. Donc, venir s'expatrier à New York quand on n'a pas énormément de fonds ou quand les revenus ici seront limités, là, ça peut devenir très compliqué. Mais après, non, après, en dehors de ça, il faut c'est s'installer, c'est découvrir d'abord et partir effectivement avec cette vision que je vais découvrir notre culture et je vais beaucoup apprendre. Et moi, j'apporterai un petit peu de ma culture, mais je suis pas en mission d'évangélisation, quoi. Absolument pas là. Et je suis pas là pour répandre, voilà, représenter avec mon étendard français, et comme même on le fait naturellement, on est les premiers à défendre notre culture et notre pays. Et il faut aussi toujours garder les contacts. Enfin, moi, je suis très proche de la chambre de commerce franco-américaine, du consulat et autres. Donc c'est pas, je dis pas ça du tout. C'est pas l'un ou Ça veut l'autre. pas dire renier ses origines. Voilà, c'est pas l'un ou l'autre, Ouais. mais voilà, il faut suivre les actualités américaines, mais aller un peu plus dans le détail pour comprendre en fait la culture. Il ne s'agit pas de regarder uniquement voilà, les sous-titres de loin de Fox News ou se moquer de tel ou tel candidat qui fait des âneries ou qui dit des âneries, quoi. Il faut, je pense, écouter un petit peu les gens parler, beaucoup, et lire énormément pour comprendre en fait la culture, quoi. Et peut-être même revenir sur des auteurs, notamment de la littérature d'il y a 50, d'il y a 60 ans, peut-être du siècle précédent, effectivement, pour comprendre la culture, voilà, pour comprendre vraiment la culture, parce que c'est et des auteurs contemporains, je veux dire, par exemple, si on lit malheureusement qui vient de disparaître, mais Paul Auster, voilà, c'est un petit peu, je pense qu'il est très pertinent pour comprendre la culture américaine relativement moderne et New York aussi a fortiori, quoi. Donc voilà, quitte à faire de la préparation, autant de faire de la préparation de la culture en même temps, quoi. Voilà. Donc, Ouais. Alors, c'est assez chouette quand même parce que votre métier, justement, vous parlez, vous faites beaucoup de réseaux et c'est un super vecteur d'intégration, du coup, j'imagine, puisque vous nous le disiez la dernière fois, vous travaillez pas qu'avec des Français, vous travaillez avec beaucoup d'expatriés, mais pas que. J'imagine que c'est un super facteur de découverte, en fait, justement, de toutes ces cultures autour de vous. ouais, et c'est je dirais la clé de la réussite en plus. Alors déjà, c'est assez agréable de manière individuelle, personnelle, parce que finalement, à rencontrer autant de gens et les accompagner dans une démarche immobilière, bon, on devient proche. Mhm. On est sur voilà, sur des sujets qui sont vraiment très impactants pour des familles et souvent, notamment les expatriés, quand ils arrivent, voilà, ils nous invitent chez eux ou inversement. Donc on peut vraiment nouer des relations amicales assez fortes avec nos clients assez rapidement. Et moi, certains de mes amis proches, en fait, c'est des gens avec qui j'ai travaillé en Floride il y a 10 ans, hein. Donc,
Donc ça effectivement, c'est intéressant, mais inversement, c'est aussi vraiment ça de nouveau pour revenir au cœur du métier d'agent immobilier, c'est ça la vraie force, quoi. C'est ça la vraie force, c'est les gens les plus sociables, les plus populaires d'une certaine manière, qui feront la meilleure carrière dans ce sens-là, quoi. Donc faut pas vraiment toujours s'inquiéter de savoir, mais j'ai pas forcément une très grande connaissance technique ou intellectuelle ou que sais-je, C'est culturelle. pas ça le plus important. Non, le plus important, c'est d'être bien avec les gens et de se mettre effectivement à leur niveau, quel qu'il soit d'ailleurs. C'est arriver à comprendre en fait comment les gens souhaitent aborder une relation professionnelle, parce que parfois, notamment des Français, des expatriés qui arrivent, parfois ils sont très, très sympas et puis on va aller à Carroll Gardens faire une pétanque. D'autres, ils ont vraiment besoin que ça soit beaucoup plus professionnel au début. Donc, plus formel. Voilà, plus formel. Donc ça, il faut arriver à le lire. Et pareil, de nouveau, de manière culturelle, autant les Américains vont être très détendus aussi. Il y a que du tutoiement, donc mécaniquement, je pense que ça rend la chose plus simple, mais ils vont être plus détendus dans l'attitude, dans la tenue vestimentaire, ce genre de choses. Avec les Français, on reste quand même aussi un petit peu plus méfiant. Et quand je dis français, je dis plutôt européen et francophone. Européen, voilà. Ouais, c'est des codes en fait encore qui sont différents et propres à chaque culture, quoi. Et très bien, merci beaucoup Yann. Toujours un plaisir. Je remets donc le lien pour retrouver votre agence Barnes New York dans la description de cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, on les transmettra à Yann et son équipe. À bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Barnes New York pour son soutien au podcast. Si vous aussi ou votre entreprise souhaite soutenir notre podcast, rendez-vous sur frenchmorning.com pour plus d'informations. En attendant, moi je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire. À bientôt.